Et si Donald Trump se trompait lourdement, et si en croyant isoler l'Iran, il était en train de provoquer l'effet inverse? Parce que non, la Russie et la Chine ne lâcheront pas Téhéran. Pas maintenant, et ce qui se joue en coulisses pourrait redessiner l'équilibre mondial. Aujourd'hui, on décrypte pourquoi Moscou et Pékin sont prêts à tenir tête à Washington. Est-ce que ça signifie vraiment pour l'Occident? Depuis le retour d'une ligne dure américaine face à l'Iran, sanctions renforcées, pression diplomatique, menaces indirectes, beaucoup imaginent que Téhéran pourrait se retrouver seul. Mais ce scénario repose sur une illusion, car l'Iran n'est plus isolé comme en 2012. Le monde a changé, les alliances ont changé et surtout, les rapports de force ont changé. Commençons par Moscou. Beaucoup sous-estiment à quel point la relation entre la Russie et l'Iran est devenue stratégique. On ne parle plus d'une coopération opportuniste, on parle d'un véritable partenariat de survie face aux pressions occidentales. Tout s'est accéléré avec la guerre en Ukraine. Depuis 2022, la Russie vit sous un régime de sanctions massif, isolement financier, restrictions technologiques, gel d'avoirs. Moscou a dû réorganiser son économie presque du jour au lendemain. Et dans ce contexte, l'Iran est apparu comme un partenaire naturel. Pourquoi? Parce que l'Iran connaît les sanctions depuis plus de 40 ans. Il a appris à les contourner, à créer des circuits alternatifs, à commercer hors dollar, à survivre dans un système hostile. Pour la Russie, c'est une source d'expérience précieuse, mais la coopération ne s'arrête pas là. Sur le plan militaire, les deux pays ont déjà combattu indirectement côte à côte en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Cette coordination a créé une confiance stratégique et depuis le conflit ukrainien, les échanges technologiques et militaires se sont intensifiés. Abandonner l'Iran aujourd'hui, ce serait pour Moscou envoyer un signal catastrophique, celui qu'elle cède sous pression américaine. Or, Vladimir Poutine construit précisément son image sur l'inverse. Il veut démontrer que la Russie est un pôle de puissance fiable, un partenaire qui ne se couche pas lorsque Washington hausse le ton. Il y a aussi une dimension économique essentielle que l'on oublie souvent. La Russie a besoin d'accès vers le sud, vers l'océan Indien, vers les marchés asiatiques et africains. Et le territoire iranien est une pièce centrale dans ce puzzle. Le corridor de transport nord-sud qui relie la Russie à l'Inde en passant par l'Iran permet de contourner les routes dominées par l'Occident. C'est une alternative stratégique aux voies commerciales traditionnelles. Dans un monde fragmenté, les routes comptent autant que les armées. Si Moscou lâche Téhéran, elle fragilise cet axe, elle perd un débouché logistique crucial, elle affaiblit sa capacité à respirer économiquement sous sanctions. Et puis il y a la dimension symbolique. La Russie cherche à rassembler autour d'elle tous les États qui contestent l'ordre occidental. L'Iran en fait partie. Si Moscou ne protège pas un partenaire aussi emblématique face à la pression américaine, sa crédibilité auprès d'autres pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en prendrait un coup. Dans la rivalité actuelle, la perception compte autant que la puissance réelle. Pour le Kremlin, soutenir l'Iran n'est pas une question d'affinité idéologique, c'est une question de positionnement global. C'est montrer que l'ère de l'hégémonie américaine touche à ses limites. C'est affirmer qu'un autre bloc existe. Alors oui, la Russie agit par intérêt. Mais précisément pour cette raison, elle ne peut pas se permettre d'abandonner l'Iran face à Washington, parce que derrière Téhéran, c'est sa propre stature internationale qui est en jeu. Et dans la géopolitique actuelle, perdre en stature, c'est perdre en influence. Maintenant, regardons du côté de Pékin. Si la Russie voit en l'Iran un partenaire stratégique face aux sanctions, la Chine, elle, voit bien plus qu'un allié conjoncturel. Elle voit une pièce maîtresse dans un échiquier mondial. Car pour comprendre la position chinoise, il faut comprendre une chose essentielle. La Chine pense à long terme, toujours. L'Iran est situé à un carrefour géographique absolument stratégique entre l'Asie centrale, le Moyen-Orient, le Golfe Persique et les routes maritimes vers l'Europe. Pour la Chine, qui développe depuis des années ses corridors commerciaux terrestres et maritimes, ce territoire est crucial. Pékin a signé avec Téhéran un partenariat stratégique de long terme avec des investissements dans l'énergie, les infrastructures, les transports, ports, chemins de fer, télécommunications. La Chine s'implante et au cœur de tout ça, il y a le pétrole. Malgré les sanctions américaines, la Chine reste le principal acheteur de brut iranien, souvent via des mécanismes indirects, via des intermédiaires, via des circuits financiers alternatifs. Mais le flux continue. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin d'énergie.
stable, abondante, diversifiée. Laisser tomber l'Iran, ce serait dépendre davantage d'autres fournisseurs plus proches de Washington. Ce serait réduire sa marge de manœuvre stratégique et Pékin déteste dépendre. Il y a aussi une dimension beaucoup plus large, la rivalité systémique avec les États-Unis. La Chine ne voit pas la question iranienne comme un simple dossier régional. Elle la voit comme un test de souveraineté économique. Si Washington peut décider unilatéralement qu'un pays doit être isolé, sanctionné, exclu du système financier mondial et que la Chine s'y plie, alors Pékin reconnaît implicitement la suprématie américaine. Or, depuis une décennie, la stratégie chinoise vise exactement l'inverse. Construire un monde multipolaire où les États-Unis ne peuvent plus imposer seuls les règles du jeu. C'est pour cela que la Chine développe des systèmes de paiement alternatifs au dollar. C'est pour cela qu'elle renforce les BRICS. C'est pour cela qu'elle soutient l'intégration de pays sanctionnés dans des blocs économiques parallèles. L'Iran devient alors un symbole de résistance aux sanctions occidentales, un laboratoire pour les échanges hors dollar, un terrain d'expérimentation pour un commerce moins dépendant de Wall Street. Mais attention, là encore, la Chine agit par calcul froid. Pékin ne soutient pas Téhéran par idéologie, elle le fait parce que cela sert ses intérêts stratégiques, parce que cela fragilise indirectement l'influence américaine au Moyen-Orient, parce que cela consolide ses routes énergétiques, et surtout parce que reculer sous pression américaine créerait un précédent dangereux. Si la Chine abandonne l'Iran aujourd'hui, quel message enverrait-elle à ses autres partenaires ? À l'Arabie saoudite, à l'Afrique, à l'Asie centrale, que ces engagements ne tiennent que tant que Washington ne s'y oppose pas. Pour une puissance qui cherche à incarner une alternative globale, ce serait désastreux. Alors oui, Pékin évite l'affrontement frontal, oui, elle manœuvre avec prudence. Mais dans les faits, elle continue d'acheter, d'investir, de coopérer, et tant que l'Iran restera un atout stratégique dans sa rivalité avec les États-Unis, la Chine n'a aucun intérêt à le laisser tomber. Parce que derrière la question iranienne, il y a une question beaucoup plus grande. Qui fixe les règles du commerce mondial ? Et pour Pékin, la réponse ne doit plus être Washington. Maintenant, il faut parler de ce que Donald Trump et plus largement Washington pourraient sous-estimer parce que la stratégie de pression maximale a déjà été utilisée. Lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire iranien. Les sanctions ont été rétablies. Le système financier a été utilisé comme une arme. L'objectif était clair, asphyxier l'économie iranienne pour forcer Téhéran à céder. À l'époque, l'effet a été brutal. Mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Entre-temps, la Russie a été massivement sanctionnée. Elle a dû apprendre, accélérer, improviser. Elle a développé des systèmes de paiement alternatifs. Elle a renforcé ses échanges en monnaie locale. Elle a multiplié les circuits parallèles. Et la Chine, de son côté, a intensifié ses efforts pour réduire sa dépendance au dollar. Autrement dit, l'outil des sanctions reste puissant, mais il n'est plus incontestable. L'Iran, lui aussi, a évolué, il a renforcé ses liens avec l'Asie, il a intégré de nouveaux cadres de coopération régionale. Il s'est rapproché de blocs émergents qui cherchent précisément à réduire l'influence occidentale. On parle ici d'un monde qui se fragmente, de plus en plus de pays commercent hors du circuit financier traditionnel dominé par les États-Unis. Ce n'est pas encore un basculement total, le dollar reste la monnaie dominante. Les États-Unis restent la première puissance financière mondiale. Mais l'érosion est visible. Et c'est peut-être là que se trouve le point aveugle. Si Washington relance une pression extrême sur Téhéran, cela pourrait accélérer la consolidation d'un bloc alternatif. Au lieu d'isoler l'Iran, cela pourrait renforcer sa dépendance et donc sa loyauté envers Moscou et Pékin. C'est un paradoxe géopolitique. Plus la pression est forte, plus les alliances anti-occidentales peuvent se souder. Il faut aussi comprendre que les sanctions ont un effet d'apprentissage. Chaque nouveau cycle rend les pays ciblés plus résilients. Ils diversifient leurs partenaires, ils développent des réseaux informels, ils innovent financièrement. Ce qui était déstabilisant en 2018 est aujourd'hui mieux anticipé. Et puis, il y a un autre élément, le contexte mondial est plus instable qu'il y a 6 ans. Guerre en Ukraine, tensions en mer de Chine, instabilité au Moyen-Orient, rivalités énergétiques. Dans ce climat, toute escalade supplémentaire peut produire des effets imprévisibles. La question n'est donc pas seulement les sanctions fonctionneront-elles ? La vraie question est fonctionneront-elles comme prévu ? Car dans un monde multipolaire, les leviers traditionnels produisent parfois des réactions inverses.
Isoler un pays n'est plus aussi simple qu'avant et chaque pression peut accélérer la recomposition du système mondial. C'est peut-être ça, le véritable risque stratégique. En réalité, ce qui se joue dépasse largement la question iranienne. Ce n'est pas seulement une affaire de sanctions, ce n'est pas seulement une rivalité régionale, c'est une bataille sur la structure même du système international. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont dominé l'ordre mondial, le dollar comme monnaie centrale. Les institutions financières sous influence occidentale, les grandes routes commerciales sécurisées par la puissance américaine. Mais cet équilibre est en train d'être contesté. La Russie et la Chine ne cherchent pas simplement à protéger l'Iran, elles cherchent à démontrer qu'un autre modèle est possible, un modèle où Washington ne peut plus seul décider qui est intégré ou exclu. C'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. Dans cette vision, plusieurs centres de puissance coexistent, plusieurs monnaies circulent, plusieurs blocs économiques émergent, les alliances deviennent plus souples, plus pragmatiques. L'Iran s'inscrit précisément dans cette dynamique en rejoignant des organisations régionales dominées par la Russie et la Chine, en diversifiant ses partenariats énergétiques, en multipliant les accords bilatéraux hors dollar. Téhéran participe à cette transition et chaque fois que Moscou ou Pékin soutiennent l'Iran face à la pression américaine, ils envoient un message au reste du monde. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner sur Washington, il existe d'autres appuis, d'autres circuits, d'autres marchés. Pour de nombreux pays du Sud global, ce discours résonne parce que beaucoup cherchent à éviter de se retrouver piégés dans un face-à-face entre grandes puissances. Ils veulent plus d'autonomie, plus d'options. Et c'est là que le dossier iranien devient symbolique. S'il résiste à une nouvelle vague de pression américaine grâce au soutien russe et chinois, ce sera perçu comme la preuve que l'hégémonie occidentale s'effrite. Mais attention, cela ne signifie pas que les États-Unis déclinent brutalement, ils conservent une puissance militaire, financière et technologique considérable. Ce qui change, c'est la capacité à imposer seuls des règles universelles. Nous sommes peut-être dans une phase de transition, un moment où l'ancien ordre n'a pas totalement disparu, mais où le nouveau n'est pas encore stabilisé. Et ces périodes sont toujours les plus dangereuses, parce qu'elles créent des tensions, des malentendus, des démonstrations de force. Si Washington durcit le ton, Moscou et Pékin pourraient renforcer leur coordination. Si Moscou et Pékin se coordonnent davantage, Washington pourrait riposter. Et chaque mouvement accroît le risque d'un affrontement indirect plus large. L'Iran devient alors un point de cristallisation, pas parce qu'il est la plus grande puissance du monde, mais parce qu'il se trouve au croisement de plusieurs lignes de fracture, énergie, route commerciale, rivalité sino-américaine, influence russe au Moyen-Orient. En apparence, c'est un dossier régional. En profondeur, c'est un révélateur d'un basculement global. Et si la Russie et la Chine tiennent bon aux côtés de Téhéran, ce ne sera pas seulement une alliance tactique, ce sera une démonstration que le centre de gravité du monde est en train de se déplacer. Mais attention, rien n'est figé, rien n'est automatique et surtout rien n'est sentimental en géopolitique. La Russie et la Chine ne soutiennent pas l'Iran par loyauté idéologique. Elles ne le font ni par solidarité religieuse ni par affinité culturelle. Elles le font parce que, pour l'instant, leurs intérêts convergent. Et en relations internationales, les intérêts priment toujours. Il faut donc poser la question franchement, jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Pour Moscou, soutenir Téhéran est utile tant que cela renforce sa posture face à l'Occident. Mais si un jour un compromis stratégique avec Washington devenait plus avantageux, le calcul pourrait évoluer. La Russie reste une puissance pragmatique, capable de retournements spectaculaires si cela sert sa survie. La Chine, elle, est encore plus pragmatique. Pékin évite les confrontations directes, elle privilégie la stabilité, elle a d'immenses intérêts commerciaux avec l'Europe et les États-Unis. Son économie reste profondément connectée aux marchés occidentaux. Si une crise autour de l'Iran menaçait sérieusement ses exportations, ses chaînes d'approvisionnement ou sa croissance interne, la Chine pourrait chercher à calmer le jeu plutôt qu'à escalader. Autrement dit, le soutien existe, mais il a des limites. Et ces limites dépendent
tombe d'un facteur central, le coût. Tant que défendre l'Iran coûte moins cher que le laisser tomber, la Russie et la Chine continueront. Mais si le prix stratégique, économique ou militaire devenait trop élevé, l'équation pourrait changer. C'est là toute la complexité, parce que l'Iran lui-même n'est pas un acteur passif. Ses choix, ses provocations éventuelles, son programme nucléaire, ses actions régionales peuvent influencer le niveau de risque. Si la tension monte trop vite, Moscou et Pékin pourraient soutenir diplomatiquement sans aller jusqu'à un engagement plus risqué. Il ne faut donc pas imaginer un bloc parfaitement uni, prêt à tout. Ce n'est pas une alliance militaire formelle, c'est une convergence stratégique. Mais justement, dans le monde actuel, les convergences stratégiques suffisent parfois à bouleverser les équilibres. La Russie a besoin de partenaires pour briser son isolement, la Chine a besoin de partenaires pour remodeler l'ordre mondial, et l'Iran a besoin de puissances capables de contrebalancer la pression américaine. Chacun y trouve son intérêt. Et tant que cet équilibre tient, il est peu probable que Moscou ou Pékin abandonnent Téhéran face à une nouvelle offensive politique de Washington. La vraie inconnue, ce n'est pas leur volonté actuelle, c'est l'évolution du contexte. Parce que dans un monde en recomposition rapide, les alliances ne sont pas éternelles, mais les rivalités, elles, s'enracinent. Et aujourd'hui, la rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine est structurelle. C'est ce qui rend le soutien à l'Iran beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. Alors au fond, que peut-il réellement se passer? Si Donald Trump revient avec une stratégie de confrontation directe, il devra composer avec un environnement beaucoup plus complexe que lors de son premier mandat, parce qu'aujourd'hui, chaque pression sur l'Iran devient immédiatement un signal envoyé à Moscou et à Pékin, et ces deux capitales ne regardent plus Washington avec la même posture qu'en 2018. Nous sommes entrés dans une phase de compétition assumée entre grandes puissances. Ce n'est plus une simple rivalité économique. Ce n'est plus une série de désaccords diplomatiques, c'est une lutte d'influence globale. Dans ce contexte, l'Iran devient un test grandeur nature. Un test pour mesurer jusqu'où les États-Unis peuvent encore imposer des sanctions extraterritoriales. Un test pour voir si la Russie et la Chine sont capables de protéger un partenaire stratégique face à la pression occidentale. Un test pour savoir si le monde bascule vraiment vers un équilibre multipolaire ou si l'architecture dominée par le dollar reste intouchable. Et ce test ne se jouera pas uniquement sur le terrain militaire, il se jouera dans les banques, dans les flux énergétiques, dans les systèmes de paiement, dans les accords commerciaux en monnaie locale, dans les votes aux Nations Unies, dans les couloirs diplomatiques. C'est une guerre d'influence froide mais déterminante. Si Washington pousse trop fort, il pourrait accélérer ce qu'il cherche justement à éviter, la consolidation d'un bloc économique parallèle plus structuré autour de la Chine. Si au contraire la pression reste calibrée, les États-Unis pourraient tenter de fissurer l'axe Moscou-Pékin-Téhéran en exploitant les divergences d'intérêts, car elles existent. La Russie ne veut pas devenir junior partenaire de la Chine ne veut pas être entraînée dans des conflits militaires coûteux, et l'Iran ne veut pas être un simple pion dans un affrontement global, mais malgré ces nuances, un fait demeure, la méfiance commune envers Washington agit comme un ciment puissant, et plus la confrontation globale s'intensifie, plus ce ciment se solidifie. Nous ne sommes plus dans les années 2000 où les États-Unis pouvaient isoler un régime sans véritable contrepoids stratégique. Aujourd'hui, chaque décision américaine est observée, calculée, exploitée par d'autres puissances, ce qui rend l'équation infiniment plus délicate. Alors la question finale n'est peut-être pas la Russie et la Chine abandonneront-elles l'Iran? La vraie question est jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller dans un monde où ils ne sont plus seuls à fixer les règles? Et dans cette réponse se dessine peut-être l'équilibre des 10 prochaines années. Alors non, la Russie et la Chine n'abandonneront pas l'Iran. Pas par affection, pas par idéologie, mais parce que derrière Téhéran, c'est leur propre crédibilité mondiale qui se joue. Si elles reculent, elles affaiblissent leur ambition de remodeler l'ordre international. Si elles tiennent bon, elles envoient un message clair. L'ère de l'isolement unilatéral touche à ses limites. Mais attention, nous sommes dans une phase de transition historique. Un moment où les grandes puissances testent leurs lignes rouges, un moment où chaque crise locale peut devenir un accélérateur global. L'Iran n'est peut-être qu'un chapitre, mais ce chapitre révèle une chose
fondamentale. Le monde de demain ne sera pas organisé autour d'un seul centre de gravité et ce basculement est déjà en cours. La vraie question maintenant, c'est celle-ci. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où les blocs s'affrontent ouvertement ou allons-nous assister à une recomposition plus subtile, plus stratégique, plus froide? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent encore isoler un pays seul ou sommes-nous déjà entrés dans une ère véritablement multipolaire? Si cette analyse vous a apporté un éclairage clair, structuré et sans langue de bois, abonnez-vous dès maintenant parce qu'ici, on décrypte les rapports de force réels, pas les slogans, pas les narratifs simplistes. Activez la cloche, partagez cette vidéo à quelqu'un qui veut comprendre ce qui se joue vraiment et surtout restez attentifs parce que le monde ne change pas lentement, il bascule